Donc cette question de l'autorité, on voit qu'elle ressurgit, qu'elle redevient d'actualité à la fois dans notre société et dans les propos des différents responsables politiques et ministres de l'Éducation successifs à partir des années 2000 en fait. Et la première difficulté lorsqu'on emploie ce terme d'autorité, c'est de s'entendre sur ce dont on parle. Les chercheurs qui se sont intéressés à ce concept disent que l'autorité est un concept complexe, un concept polysémique. Et lorsqu'on examine de près les différents discours, les différentes conceptions qui circulent sur l'autorité actuellement, on s'aperçoit que même si elles ne datent pas toutes d'aujourd'hui, elles coexistent, voire même elles s'imbriquent très souvent dans les propos des différents responsables ou acteurs sociaux. Donc afin d'y voir plus clair, je vous propose de passer en revue ces différentes conceptions de l'autorité à travers ce que j'ai nommé l'autorité évacuée tout d'abord, puis l'autorité autoritariste, et j'aborderai ensuite ce que j'entends par autorité éducative, en quoi consiste également l'autorité du chef d'établissement dans cette perspective, puisque c'est ça qui vous intéresse évidemment au premier chef. Et enfin, j'indiquerai donc comment cette conception de l'autorité éducative, que je développe dans mes travaux de recherche, peut s'appliquer à des décisions d'ordre éducatif ou disciplinaire, et donc en formulant ces fameuses questions dont je vous parlais à l'instant et que vous retrouverez donc sur ce travail personnel qu'on vous distribuera par la suite. Alors l'autorité évacuée. Ce que j'ai appelé l'autorité évacuée surgit en fait avec la fin du modèle d'autorité traditionnelle, patriarcale, qu'on a l'habitude de dater de la fin des années 60, mais qui en fait, la fin de ce modèle date de bien avant. On peut déjà observer depuis la seconde moitié du XXe siècle qu'un profond mouvement d'évacuation des contraintes sociales visibles, lié à la montée croissante également d'une revendication individualiste, a affaibli un certain nombre de cadres institutionnels traditionnels et rompu ce qui faisait consensus et lien social. Alors on ne compte plus les spécialistes de tous ordres qui s'accordent à reconnaître, à admettre cette modification sociétale profonde. Et ces gens-là nous disent, ces chercheurs nous disent que bien plus qu'à une crise de l'autorité, on assiste en fait à une crise du sens et de la transmission de la norme. Non pas du fait de l'absence de normes, mais au contraire d'une multiplicité de normes. C'est par exemple le juriste et psychanalyste Pierre Legendre qui parle de libre service normatif. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de supermarché des normes, et au supermarché des normes, chacun choisit finalement les normes qui lui conviennent. Donc notre société est en quête de repères communs sur lesquels redonner un sens au vivre ensemble. Et en matière d'éducation, la tâche est rendue plus difficile du fait du décalage grandissant entre les valeurs prônées par notre société et les exigences sur lesquelles l'institution scolaire continue de se fonder et de fonctionner. Pour que l'élève accède au savoir, il lui faut contrôler ses pulsions, accepter temporairement une discipline qui permet la réflexion et l'entrée dans le travail. Mais aussi, il faut que cet élève s'engage dans une démarche active, s'inscrivant dans la durée et réclamant des efforts. Il en est tout autrement dans notre société, où l'univers de la consommation permet à ceux qui en ont les moyens, à ceux qui le peuvent, d'accéder au plaisir le plus vite possible, sans effort et apparemment sans limite. C'est ce que le philosophe Bernard Stiegler nomme le capitalisme pulsionnel. Et ce mécanisme cible en particulier les jeunes et produit chez eux une attention beaucoup plus fragmentée, cherchant à les garder sous son emprise plutôt que de leur permettre de réfléchir et de penser. Donc un tel contexte rend notre action éducative difficile, voire même paradoxale, puisqu'on reproche aux parents, aux éducateurs, aux enseignants de ne plus jouer leur rôle, alors même qu'une action éducative de leur part irait à contre-courant des valeurs qui sont prônées par notre société, tout du moins d'un certain nombre d'entre elles. Donc l'autorité de l'institution scolaire et des parents
se retrouve en concurrence déloyale avec ces nouvelles autorités qui disposent de moyens d'influence bien plus considérables et en conséquence, on observe des situations éducatives nombreuses où les parents, les enseignants, les éducateurs, les responsables d'établissements ont du mal à poser des limites, des repères, où les adultes, comme nous dit le pédopsychiatre Daniel Marcelli, qui est au CHU de Poitiers, donc quelqu'un qui est près d'ici, il nous dit donc que les adultes ont du mal à assumer l'asymétrie inhérente à leur position générationnelle. On assiste à des phénomènes de confusion des places, voire même d'inversion des places. L'ouvrage de Daniel Marcelli s'appelle « L'enfant chef de la famille, l'autorité de l'infantile ». Bon. Il parle également de l'école, il ne parle pas que de la famille dans cet ouvrage. Et donc, un certain nombre Daniel Marcelli, mais d'autres également, nous disent que de nombreux adultes refusent aussi toute situation conflictuelle, par exemple de peur de perdre l'amour des jeunes ou de se faire apprécier d'eux, et donc laissent les jeunes face à leurs angoisses, en refusant de gérer ces situations de conflit. Donc pour ma part, je définis l'autorité évacuée comme cette tendance assez présente dans notre société aujourd'hui, à refuser l'idée même d'autorité et son exercice au nom de son caractère prétendument illégitime ou anti-éducatif. On rencontre ça dans les métiers d'éducation aussi. Donc de telles attitudes, là encore, nous disent un certain nombre de pédopsychiatres, de spécialistes de l'enfant et de l'adolescent, de telles attitudes ne sont pas sans risque pour l'enfant ou l'adolescent, considéré comme sujet prématurément responsable de ses actes, et on le voit à travers certains projets de loi sur les mineurs, par exemple. Et ces attitudes génèrent ce que un certain nombre de mes collègues appellent une crise de la transmission, un déficit de la fonction sociale d'éducation chez des adultes qui manquent de repères et dont le rapport à la norme vacille. Et je me demande si l'exigence sociale actuelle de réponses à court terme est souvent exclusive, réponses qui nous sont présentées comme bien plus efficaces que les réponses éducatives. Donc si cette exigence sociale n'est pas le symptôme du fait que les éducateurs au sens large ne parviennent, ne peuvent plus ou ne veulent plus tenir leur place de garant de la loi symbolique dans sa double dimension éducative et limitante, on pourrait dire aussi répressive. Et voilà, de mon point de vue, l'enjeu majeur de la fonction éducative dans notre société aujourd'hui et à l'avenir. Et ça me semble une condition, une question qui touche la pérennité aussi de cette fonction éducative et donc de nos professions également. C'est-à-dire, si on confie à d'autres cette fonction éducative de façon systématique, il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas travailler avec des partenaires, bien évidemment. L'établissement scolaire travaille avec des partenaires. Mais cette tendance qu'il pourrait y avoir à confier à d'autres cette fonction sociale d'éducation, eh bien, vient fragiliser les métiers d'éducation. Donc, de cette vacance dans l'exercice de la fonction sociale d'éducation naît l'idée, dans notre société, idée présente également, d'une restauration de l'autorité, de ce que j'appelle l'autorité autoritariste. Alors, c'est à l'autorité autoritariste que les hommes politiques, les médias et l'opinion publique font majoritairement référence quand ils emploient ce terme d'autorité, quand le terme est employé communément. Donc, autrement dit, la conception autoritariste est l'autorité dans son sens commun. Et je l'ai définie de la façon suivante. Le détenteur d'une fonction statutaire, d'une position institutionnelle, exerce une domination sur l'autre afin d'obtenir de lui une obéissance inconditionnelle sous la forme d'une soumission. L'autorité autoritariste, en fait, le pouvoir, et j'en dirai un petit peu plus tout de suite, de cette confusion entre autorité et pouvoir. Donc cette autorité autoritariste a recours à différents moyens. Alors l'usage de la force physique, les pressions psychologiques diverses exercées sur l'individu,
qui vont jouer sur la séduction, ce qu'on appelle l'autorité naturelle, ou encore l'autorité charismatique. Ça, c'est un terme qui reviendra sans doute beaucoup dans vos échanges et vos propos. Et pour moi, l'autorité charismatique est rangée du côté de l'autorité autoritariste. Donc, voilà. Cette autorité autoritariste, elle utilise aussi la culpabilisation et le chantage à l'amour, qui vient réactiver, nous dit le socio-psychanalyste Gérard Mundell, l'angoisse d'abandon du sujet. C'est-à-dire qu'on utilise des ressorts psychiques très profonds chez le sujet. J'évoquais tout à l'heure le livre de Daniel Marcelli, qui me semble un des ouvrages fondamentaux sur la question de l'autorité. Il y a aussi cet ouvrage de Gérard Mundell qui est assez ancien, ce n'est pas le dernier, celui de 2002, mais celui de 1971, qui s'appelle « Pour décoloniser l'enfant, socio-psychanalyse de l'autorité », où Mundell explique justement ce qu'il appelle le phénomène autorité, c'est-à-dire comment le ressort finalement psychologique de l'autorité autoritariste de mon point de vue. Alors, donc voilà un certain nombre d'outils, je dirais, dont dispose de mécanismes psychiques, dont dispose l'autorité autoritariste. Et je citerai enfin les manipulations exercées sur le groupe. Donc ici, l'autorité est confondue avec le pouvoir, avec un pouvoir de contrainte. Elle est associée à un recours possible à la force, alors même que toutes les définitions de spécialistes sur cette question de l'autorité nous disent qu'elle est une influence qui s'exerce, mais sans recourir à la force. Alors je prends deux exemples parmi les définitions les plus connues. Bon, Hannah Arendt, et puis aussi donc Georges Burdeau, mais c'est en fait l'Encyclopédie Universalis. Donc voilà deux définitions que vous retrouverez aussi certainement dès qu'on parle d'autorité, mais il y en a d'autres. J'en ai pris juste deux à titre d'illustration, pour bien vous montrer qu'en fait, la distinction fondamentale entre autorité et pouvoir, c'est que l'autorité s'abstient de recourir à la force. Donc, parce que l'autorité autoritariste et l'autorité évacuée, telles que je les ai présentées devant vous, se traduisent par l'abandon de la relation éducative, de mon point de vue, la première, donc l'autorité autoritariste, en barrant tout échange entre sujets par l'exercice de la violence de diverses façons. Aujourd'hui, on est sans doute plus, je dirais, sujet où, dans les établissements scolaires, ce sont plus des pressions psychologiques qui s'exercent que des violences physiques qui restent rarissimes. Je parle dans des relations d'autorité adulte-jeune, par exemple, ou même entre adultes. Bon, on n'est pas dans la violence physique, beaucoup plus rarement. Donc voilà, cette première forme d'autorité autoritariste barre donc cet échange entre sujets par un exercice de la violence sous différentes formes. Et l'autorité évacuée, au final, elle reste indifférente à l'éduquer puisqu'elle le laisse finalement livré à lui-même. En refusant de régler, ou en ne pouvant pas régler un certain nombre de conflits, on laisse le jeune seul face à ses propres difficultés de relation avec les autres. Donc tout l'enjeu de l'autorité éducative consiste, de mon point de vue, à maintenir, quoi qu'il arrive, la relation d'éducation, le lien à l'autre. Parce que sans lien à l'autre, il n'y a pas exercice d'une quelconque influence. Alors qu'est-ce que l'autorité éducative ? Un certain nombre de recherches qui ont été menées dans diverses disciplines des sciences humaines et sociales ont permis d'établir que l'autorité n'était pas un mal nécessaire de la relation humaine. Parce que cette dimension de rejet que j'évoquais à travers l'autorité évacuée, on sait qu'elle est très présente dans nos imaginaires et en particulier dans les métiers d'éducation. Donc l'autorité n'est pas un mal nécessaire de la relation humaine. Les psychosociologues et les praticiens de la pédagogie institutionnelle dans les années 70 nous disaient qu'elle est un fait institutionnel incontournable, indiscutable. Dès qu'il y a institution, il y a forcément des relations d'autorité parce qu'il y a des places asymétriques. Voilà, il y a le professeur, l'élève, le chef d'établissement, les enseignants, etc. Donc elle est un fait institutionnel indépassable et elle est une relation qui se construit dans et par l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui... Enfin, je pense à une citation de Fernand Houry et Jacques Pain, que vous verrez bientôt, Jacques Pain, qui dit que celui qui fait autoritaire n'est pas autorité, c'est la compétence qui fait l'autorité. Encore faut-il que ça se traduise pour l'élève ou pour votre interlocuteur
par des actions observables. Donc c'est l'idée d'une autorité par l'action et par la preuve dans l'action, finalement. Une autorité qui s'éprouve. Donc je reviens maintenant à ce que nous dit Daniel Marcelli aussi, qui a travaillé de façon très intéressante à partir de l'anthropologie, de la paléontologie, et qui met en lumière le fait que, en fait, il y a ce lien anthropologique consubstantiel de l'existence de l'espèce humaine. Pour lui, l'autorité, c'est ça, c'est ce lien anthropologique consubstantiel de l'existence de l'espèce humaine. Et il nous dit, la relation d'autorité est fondatrice de l'humanisation en même temps que principe régulateur du lien social. Alors, il prend l'exemple des premiers hommes et des premières sociétés humaines, donc en s'appuyant sur les travaux de paléontologues comme Yves Coppens, Pascal Pic, pour nous dire qu'en fait, dès les premières sociétés, dès la naissance des premiers groupes humains, on a sélectionné ce trait parce que c'était une condition de la survie du groupe. C'est-à-dire que s'il y a un des membres du groupe qui commençait à partir dans toutes les directions, il mettait en danger la collectivité en risquant de se faire repérer par d'autres groupes ou par les bêtes sauvages, etc. Voyez. Et pour le jeune enfant, donc Marcelli est pédopsychiatre, donc il travaille beaucoup donc ici au CHU de Poitiers sur la question sur l'éducation des plus jeunes enfants et des adolescents également. Il montre que le tout jeune enfant, dans ses premières sociétés, il fallait aussi contrôler ses allées et venues, parce que s'il s'éloignait trop du groupe, il risquait de se mettre en danger, voire de mourir. Donc toute la question pour le groupe, la collectivité humaine, si vous voulez, a sélectionné ce principe pour garder les jeunes et donc demander aux jeunes d'obéir. Une définition basique et simple et fonctionnelle de l'autorité, c'est on demande à quelqu'un d'obéir, bon, il obéit, et tout se passe bien. S'il n'obéit pas, c'est là que les problèmes commencent. Obéissance n'est pas soumission, j'y reviendrai. Bon, mais cette question chez le jeune enfant, en fait, il y a bien l'idée dans ces premières sociétés de garantir la survie de l'espèce. Hein, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que Marcelli nous dit l'autorité n'est pas un mal nécessaire de la relation humaine, mais c'est vraiment, un peu à l'instar des théories darwiniennes, un trait évolutif que les premiers groupes humains ont sélectionné pour garantir la sécurité du groupe, hein, mais aussi la survie du groupe, hein, la survie pour pas que les jeunes générations se mettent en danger. Alors ces travaux de Marcelli rejoignent aussi la vision anthropologique de Blais, Gaucher et Otavi dans un ouvrage récent, Conditions de l'éducation, où il y a un chapitre consacré à l'autorité, et ils sont dans cette même logique-là, en s'appuyant sur l'anthropologie. Donc à partir de ces origines sociologiques et psychologiques, de ce que j'ai appelé une socio-psychogénèse, hein, l'autorité en fait se révèle au fondement de la relation humaine, et elle est un phénomène à la fois personnel et relationnel. Alors un phénomène personnel, ça c'est des choses que vous avez sans doute observées, parce que contrairement au pouvoir, l'autorité est une responsabilité qui ne se délègue pas. Aucune personne ne peut faire autorité à la place d'une autre, au risque que celle de l'autre disparaisse. Si vous allez effectivement dans une classe de façon systématique tenter d'aider un jeune professeur, ou un moins jeune d'ailleurs, en difficulté dans sa relation aux élèves, si ça devient trop systématique, de fait, les élèves vont voir que cet enseignant n'a plus d'autorité, puisque à chaque fois il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, voilà, pour exercer la discipline dans sa classe. Donc, un phénomène personnel, une responsabilité qui ne se délègue pas. Donc, par exemple, moi, je ne crois pas à l'autorité partagée. Pour moi, c'est un non-sens. On peut partager des parts de pouvoir, des sphères de pouvoir, et un chef d'établissement est forcément amené à le faire, à commencer par la répartition des responsabilités avec ses adjoints ou avec son adjoint. Mais l'autorité, ça ne se partage pas, de mon point de vue. Donc, un phénomène personnel, et c'est aussi l'autorité, un phénomène relationnel. Donc, il faut parler en fait de relation d'autorité. L'autorité d'une personne, en fait, n'existe pas en soi. Je ne peux pas prendre un chef d'établissement, le mettre devant vous et vous dire « regardez comme il a ou comme elle a de l'autorité ». Cette autorité, en fait, n'existe que par l'existence de celui, de celle ou de ceux sur lesquels elle s'exerce. C'est-à-dire que l'autorité n'existe que dans une relation. Elle se voit, elle s'éprouve, elle se rend visible dans une relation. Aucune personne ne fait autorité seule, hors relation d'autorité.
D'où l'idée aussi qu'il n'y a pas d'autorité naturelle. Donc c'est toujours dans l'intersubjectivité, dans l'interaction qu'une personne exerce, fait autorité. Donc autorité, phénomène à la fois personnel et relationnel, à partir de l'étymologie également, et là je reprends une intuition de Jean-Pierre Aubin, l'autorité se définit selon une triple signification qui est indissociable. Il faut tenir ces trois significations ensemble. Bon, je vais les développer. Donc être l'autorité, ça renvoie donc à l'étymologie latine potestas, c'est l'autorité légale, statutaire. Deuxième signification, avoir de l'autorité. Donc l'autorité de l'auteur, l'étymologie latine auctor. Donc l'auteur qui s'autorise, qui autorise l'autre. Une seconde étymologie, augere, augmenter, je vais expliquer, fait partie de cette dimension avoir. Et puis enfin, faire autorité, la question des capacités, des compétences, des savoirs d'action, qui est tout à fait déterminante. Alors je reviens sur ces trois significations. Donc premier sens, l'autorité statutaire, donc l'étymologie latine potestas. L'autorité statutaire, nous dit Georges Burdeau dans sa définition de l'Encyclopédie Universalis, l'autorité statutaire, c'est un pouvoir légal, un fait d'institution, c'est quelque chose qui est de l'ordre du statique, de l'état de fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre du préalable et du non négociable. C'est-à-dire, votre position de chef d'établissement, dans l'établissement, elle n'est pas négociable. Vous êtes chef d'établissement. C'est pareil pour un professeur, etc. Et même pour un élève aussi. Il ne peut pas être... Enfin, il est bien sûr un adolescent, mais il ne peut pas, dans un établissement, être autre chose aussi qu'un élève, quelque part. Donc, cette dimension statutaire va placer celui qui détient cette position statutaire dans une posture asymétrique. Alors, cette dimension statutaire, qui place donc celui qui détient la position en asymétrie, elle est une condition nécessaire à l'exercice de l'autorité, mais une condition non suffisante. Il ne suffit pas de dire « je suis votre chef d'établissement », comme il ne suffit pas de dire « je suis votre enseignant » pour que vos personnels ou les élèves vous obéissent aussi simplement. Ce serait trop simple. Si ça se faisait comme ça, on le saurait. Donc, condition nécessaire mais non suffisante, qui permet de poser le non négociable de ma place générationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis un adulte, il y a une différence d'âge dans la relation professeur-élève, même chez les jeunes professeurs. Alors évidemment, dans la relation, je dirais, hiérarchique ou de chef d'établissement à personnel, ça peut être différent. Mais il y a quand même l'idée qu'on est dans une position autre, différente. L'adulte est le dépositaire d'une culture, je pense à la relation professeur-élève, mais dans la relation chef d'établissement personnel ou autre, ou même jeune, a fortiori jeune, le responsable est le garant du respect d'un certain nombre d'interdits anthropologiques qui fondent toute vie sociale. Alors là, je fais référence aux travaux, par exemple, de Claude Lévi-Strauss, qui a montré que dans toutes les sociétés humaines, il existait des grands interdits qui fondent et qui sont une condition de la vie sociale. Ces grands interdits sont repris dans nos grands textes, dans les textes constitutionnels, évidemment, dans la Constitution, mais aussi dans un certain nombre de lois. Et toutes les lois et règlements sont quelque part une déclinaison de ces lois fondatrices. Donc ces grands interdits sont l'interdit de l'inceste, de violence et de parasitage. Je ne vais pas développer, ça mériterait sans doute des développements, mais voilà. Dans la position de chef d'établissement qui va être la vôtre, symboliquement, vous êtes le garant de ça. C'est-à-dire que le garant d'une société qui vous a mandaté pour exercer cette mission. Et donc là, votre responsabilité, évidemment, s'exerce d'abord fondée sur ces piliers-là. Donc,
la place générationnelle au sens où, je dirais, ça c'est Gaucher qui explique ça très bien, derrière vous, il y a une antériorité, il y a une société qui s'est constituée et qui a effectivement décidé que les élèves iraient dans des établissements scolaires, qu'on mettrait des chefs d'établissement, etc. Il y a toute cette tradition, on pourrait dire, cette antériorité qui vient fonder ce pourquoi vous êtes là et votre position professionnelle. Donc place générationnelle. Deuxième dimension de l'autorité statutaire, elle vient poser le non négociable de ma fonction institutionnelle. Et ça pourrait être la question simple, c'est quelle est ma mission? Ça pourrait être ça. J'imagine que quand vous avez postulé pour devenir chef d'établissement, vous vous êtes posé cette question-là. Vous êtes allé voir dans les textes officiels, c'est quoi un chef d'établissement? Ça va être quoi ma mission? Ça va être quoi mon travail? C'est vrai que c'est bon, vous aurez l'occasion, bien évidemment, d'y revenir dans la formation, mais nos actions professionnelles et notre légitimité de chef d'établissement, elle est basée, bien sûr, sur ces textes. Ça semble évident, mais enfin, aller y regarder de près, c'est tout à fait important, et parfois en cours d'action et dans le fil du temps aussi, d'ailleurs, de se rappeler quel est vraiment le cœur de ma mission et pourquoi je suis là, je suis dans cette institution. Donc ça, c'est la dimension, la première signification, l'autorité statutaire. Donc le deuxième sens, autorité de l'auteur, donc l'étymologie latine auctor, qui s'autorise et autorise l'autre. Alors, on est donc sur cette étymologie auctor. Celui qui est auteur de lui-même, c'est une personne qui a acquis un certain nombre de compétences, de savoirs, et qui, par là, a conquis la capacité d'être son propre auteur, c'est-à-dire d'avoir une certaine marge d'autonomie sur sa propre vie, qui peut accéder à la responsabilité personnelle, qui est suffisamment autonome dans ses relations avec les autres. Donc cette dimension auctor, vous voyez, elle est plus psychologique, on peut dire, mais elle est très liée à l'histoire du sujet. Donc être auteur de son existence se construit à travers une histoire personnelle qui va développer la confiance suffisante en soi, ce que les psychologues appellent aussi l'estime de soi. On a sans doute tous rencontré dans nos vies, à commencer dans le meilleur des cas par nos parents, mais aussi d'autres des éducateurs, des professeurs, des professionnels, des gens qui nous ont aidés à gagner cette confiance en nous, à nous sentir auteurs de nous-mêmes, suffisamment confiants en nous pour oser finalement prendre des responsabilités, être à minima, je dirais, à l'aise dans nos relations avec les autres. Donc cette dimension d'être auteur de soi-même se construit donc à travers cette histoire personnelle où la confiance en soi sera développée, et elle passe par d'autres qui contribuent à renforcer cette capacité que nous avons en tant que sujet à nous autoriser. Donc l'autorité du sujet relève d'un processus d'autorisation et elle n'a donc rien, de mon point de vue, de naturel. On voit bien que c'est toujours les autres qui finalement nous reconnaissent. Nous, on a affaire à un acte, une déclaration à nous déclarer, mais finalement, c'est toujours les autres qui nous autorisent à aller plus loin. Donc s'autoriser et les autres, le rôle des autres est tout à fait fondamental. Alors, comment cette dimension auctor s'articule avec la dimension aogere? Donc cette articulation avec l'étymologie aogere apparaît en fait lorsque l'auctor, celui qui est suffisamment confiant en lui-même, va accepter de se confronter à l'autre avec son savoir, mais aussi avec ses manques. C'est-à-dire sans être déstabilisé par la moindre remarque d'un élève, d'un personnel qui viendrait contester ou qui irait pas dans le sens de ce que lui souhaite. Donc c'est cette idée d'être suffisamment, confiant en soi. Alors l'excès de confiance peut être aussi tout à fait nocif, mais je dirais ni trop ni pas assez. Être suffisamment confiant en soi pour ne pas être déstabilisé par la relation à l'autre, et même si cette relation vient contrecarrer nos projets ou nos demandes.
Donc, accepter de se confronter à l'autre avec ce qu'on sait, avec aussi ce qu'on ne sait pas. On n'est pas omniscient, on a des manques également. On n'a pas forcément la solution immédiate aux problèmes qu'on met sur la table avec ses collaborateurs. Donc, l'aider à poser des actes. On va aider cet autre aussi à s'ouvrir lui-même des voies vers l'autonomie. On va l'aider à poser des actes qui vont lui permettre de s'essayer à être lui aussi à son tour auteur de lui-même. Donc c'est ça l'idée, c'est que nos actes et nos paroles, du coup, et la façon d'exercer notre autorité, d'habiter cette fonction, vont être déterminants parce que dans la façon dont on va effectivement, je dirais, engager la relation à l'autre et poser les problèmes professionnels qu'on rencontre, eh bien, on peut ou pas produire une autorité qui va aussi permettre à l'autre d'exister comme sujet dans le but aussi qu'il se sente sujet, respecté et suffisamment auteur de lui-même, partie prenante de ce qui se passe. Donc si on redéfinit l'autorité de cette façon, hein, et en référence à la définition que Philippe Mérieux donne de l'éducation, vous voyez, une relation dissymétrique nécessaire et provisoire visant l'émergence d'un sujet, je considère pour ma part qu'autorité et éducation sont synonymes. Alors je parle d'autorité éducative pour bien distinguer cette conception des conceptions évacuées et autoritaristes que j'ai évoquées précédemment. Mais pour moi, je dirais le mouvement même de l'autorité, l'idée même de l'autorité dans son essence est profondément synonyme d'éducation. On pourrait dire autorité tout seul, mais vous voyez bien que ce n'est pas possible vu effectivement toute cette multiplicité de significations que ce terme renferme. Alors je passe maintenant au troisième sens de l'autorité, donc cette idée d'autorité comme capacité fonctionnelle, comme mise en œuvre de savoir d'action. Donc l'autorité est avant tout en fait une capacité de l'auteur, de celui qui est auteur de lui-même et qui en plus détient ce statut de chef d'établissement, d'enseignant, capacité de l'auteur à permettre, à augmenter, à accroître, à créer de l'autorisation chez l'autre. Donc très concrètement, c'est la question du faire, du comment faire, c'est-à-dire des savoirs d'action que le détenteur de l'autorité statutaire mobilise dans sa pratique, dans l'exercice même de son autorité qui est posée. Donc cette question, moi je l'étudie dans une relation toujours contextualisée entre professionnels ou dans la relation enseignant-élève. Je demande aux gens que j'interviewe, aux professionnels que j'interviewe, de me raconter des situations spécifiques, spécifiées, des situations vécues, réelles. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement mettre au jour ces savoirs d'action que les gens déploient dans l'exercice d'une autorité éducative. Alors, ce faire, de mon point de vue, s'exerce dans deux domaines. Là encore, bon, c'est à travers mes recherches que je vous dis ces choses, mais aussi à travers des lectures multiples de gens qui ont travaillé sur ces questions-là. Alors, le premier domaine, qui ne vous étonnera sans doute pas, ce sont les savoirs d'action en termes de communication. Il apparaît en fait que la communication dans toutes ses dimensions corporelles, verbales et non verbales, par les regards, par les gestes, par la position dans l'espace, par les déplacements et les distances, cette communication joue un rôle essentiel dans la transmission des messages d'autorité. En même temps, il ne s'agit pas d'être dans le mimétisme ou dans l'application de recettes qui fonctionneraient une fois pour toutes. Parce que là encore, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la recette, justement, ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est lorsque les gens, finalement, ont la capacité, quand ils ont mis en œuvre un savoir d'action, et que ce savoir d'action ne fonctionne pas, ont la capacité de mobiliser, parce qu'ils ont un répertoire peut-être de situations analogues en tête, capable de mobiliser d'autres savoirs d'action. La différence entre quelqu'un qui a une certaine expertise ou une expérience professionnelle et parfois quelqu'un qui en a moins ou qui débute ou qui est en difficulté, c'est cette capacité à mobiliser des savoirs d'action alternatifs quand un savoir d'action a été mis en œuvre et ne fonctionne pas.
Donc le problème de la recette, c'est justement que c'est une solution, c'est une réponse qu'on vous donne en vous disant elle fonctionne une fois pour toutes. Essayez-la et ça va marcher à tous les coups. Donc là, on rentre dans tout le problème de la professionnalisation, de l'analyse réflexive des pratiques. Bon, c'est valable dans la relation d'enseignement, mais c'est aussi valable évidemment dans la fonction d'encadrement. Donc la question des communications. Deuxième grande catégorie de savoir d'action, les savoirs en termes de dispositifs et d'organisation interne. Comment opérationnaliser le fonctionnement institutionnel de l'établissement en mettant notamment en place un cadre éducatif contenant et des systèmes de médiation entre le chef d'établissement et les personnels, entre les personnels et les élèves, voire entre les élèves eux-mêmes. Donc, des instances de parole intermédiaires, des lieux spécifiques pour régler des conflits, s'accorder à minima sur des règles de fonctionnement, la possibilité donnée aux acteurs d'exercer certains pouvoirs. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure de la différence entre pouvoir et autorité, on peut donner des parts de pouvoir à des acteurs, donc possibilité d'exercer certains pouvoirs, prendre des responsabilités ou des initiatives, voilà. Donc là, on est dans la dimension du dispositif et de l'organisation. Bon, ce que je dis là est très transposé, inspiré par, je dirais, les fondamentaux de la pédagogie institutionnelle, ou des fonctionnements institutionnels, ou aussi du travail sur l'analyse des organisations. Alors pour terminer, je vous propose la définition suivante de l'autorité éducative, qui est une sorte de synthèse un peu de toutes ces caractéristiques et de toutes ces spécificités que j'ai évoquées à propos de cette conception. Donc pour moi, l'autorité éducative, c'est une relation statutairement asymétrique. Il y a bien une asymétrie de statut. L'enseignant n'est pas l'élève, le chef d'établissement n'est pas un autre personnel, le CPE a une fonction bien identifiée, un surveillant également. Bon. Donc asymétrie de statut, et dans cette relation, l'auteur, cette personne qui a cette confiance suffisante en elle-même, dispose de savoir qu'elle met en action dans un contexte spécifié. Cet auteur manifeste la volonté d'exercer une influence sur l'autre, parce que s'il n'y a pas volonté d'exercer une influence, on tombe dans l'autorité évacuée. Volonté d'exercer une influence sur l'autre qui est reconnue comme sujet humain, comme personne humaine, en vue d'obtenir de sa part, et sans recourir à la violence, parce que sinon on bascule dans l'autoritarisme, dans l'autorité autoritariste, une reconnaissance. Donc l'objectif est d'obtenir une reconnaissance qui va faire que cette influence va permettre à la personne sur laquelle l'autorité s'exerce d'être à son tour auteur d'elle-même. Alors, c'est une définition peut-être un peu idéale, un peu certainement, mais qui a, me semble-t-il, le mérite de donner une direction, de dire voilà dans quelle direction je souhaite aller. Reconnaître le bien fondé de l'influence dans un certain nombre, enfin dans une fonction de chef d'établissement, de la part des personnels sur lesquels, par exemple, notre autorité s'exerce, parfois ça peut prendre du temps. La dimension du temps, elle est importante aussi. J'ai des chefs d'établissement, des témoignages de chefs d'établissement qui m'ont parlé, par exemple, de la façon dont ils asseyaient leur autorité quand ils arrivent dans un établissement. Comment les premiers actes qu'ils posent, ça c'est très intéressant de voir comment ils s'efforcent de faire reconnaître leur autorité de chef d'établissement sans être dans une posture autoritariste ni dans une posture évacuée. Donc cette reconnaissance par l'autre va constituer l'élément clé du processus de légitimation de l'autorité éducative, parce qu'elle ouvre en fait au consentement. Il s'agit que l'autre consente à obéir ou à faire ce qu'on lui demande, mais parce qu'il en mesure le bien fondé en fait. Donc cette reconnaissance va passer par l'identification de compétences et de savoirs dans l'action. C'est-à-dire c'est bien par les savoirs que vous allez mettre en œuvre que les gens qui vous entourent dans votre environnement professionnel reconnaîtront le bien fondé de l'autorité que vous exercez. Alors, pour terminer sur l'autorité éducative, j'ajoute que deux tensions sont constitutives de l'exercice de la relation d'autorité éducative. La première tension, vous allez la comprendre assez aisément, vu ce que j'ai dit précédemment,
Donc entre soumission contrainte à l'excès qui nous fait basculer dans l'autoritarisme et puis autonomie, liberté à l'excès qui nous fait basculer dans l'autorité évacuée, il y a une place pour l'obéissance et le consentement. Donc la sphère de l'autorité éducative, elle se situe là. Hein. On cherche à activer chez l'autre et à exercer, à activer chez l'autre l'obéissance et le consentement. Et donc, dépasser cette dialectique soumission-contrainte, autonomie-liberté par l'obéissance-consentement peut permettre d'identifier les conditions d'une influence favorable, puisque l'autorité a pour but l'émergence du sujet auteur de lui-même. Donc ça, c'est la première tension. Et la deuxième tension, vous sentez peut-être cette dimension de fragilité et de mise en question de la relation d'autorité. Et ça, c'est inhérent à l'idée d'autorité éducative. Si on est dans l'autorité autoritariste, vous souvenez-vous de la définition que j'ai indiquée tout à l'heure, il n'y a pas d'échange et pas de discussion. C'est un peu, vous faites ce que je vous dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations, on va le voir pour terminer, quand je vous suggérerai un certain nombre de questions. Il y a bien sûr des moments dans une position de chef d'établissement où on doit poser ce que les psychanalystes, par exemple, appellent des paroles d'autorité, ou ce qu'un juriste appellerait effectivement une parole qui vient dire stop, bien évidemment. Mais poser une parole d'autorité, c'est référer à ces interdits fondamentaux anthropologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, à des questions de sécurité, enfin je vais y revenir tout à l'heure. Donc néanmoins, là ce qui apparaît, c'est que l'autorité est forcément mise en question. Si elle apparaît absolue, dans une perspective absolutiste, il n'y a pas effectivement de relation. On est dans un rapport. Il y a une enseignante qui m'avait expliqué dans des entretiens, qui disait, elle distinguait rapport de force et relation d'autorité. Vous voyez, bon, c'est ça l'idée. Donc cette relation, elle va forcément, cette position institutionnelle, elle sera forcément remise en question, questionnée, et on est dans un rapport un peu d'instabilité permanente. Mais en même temps, pour fonctionner, vous, comme je dirais les personnes sur lesquelles vous allez exercer votre autorité, ont besoin et sont en recherche d'une solidité, d'un minimum de sécurité. Alors, il y a la sécurité, bien sûr, au sens, je dirais, physique du terme, visible, des bâtiments, etc. Mais il y a aussi une dimension psychique dans la sécurité. Le terme anglo-saxon secure exprime cette chose-là, c'est-à-dire les gens ont besoin d'un minimum de sécurité psychique interne pour fonctionner en bonne entente et pour travailler de façon, je dirais, harmonieuse, à minima harmonieuse dans leur, pour exercer leur fonction de professionnelle. Donc ça, c'est tout à fait aussi important, cette double dimension de la notion de sécurité. Donc, vous voyez que cette deuxième tension vient inscrire le processus de légitimation de l'autorité aussi dans un rapport à la durée. Donc l'autorité se construit, l'autorité est un processus en construction, elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. On peut faire autorité avec tel personnel, avec tel élève, avec telle classe, je pense aux enseignants, mais vous c'est pareil, dans certaines situations, vous allez pouvoir, votre autorité va pouvoir s'exercer sans difficulté, sur certains types de prise de décision, et puis sur d'autres types de prise de décision, où ça peut poser problème. C'est-à-dire c'est jamais gagné une fois pour toutes. D'où l'importance d'aller étudier ces situations, toute la gamme des situations professionnelles dans lesquelles cette relation d'autorité est en jeu et voir comment les gens mettent en œuvre des savoirs d'action. Surtout quel type de savoir d'action ils mettent en œuvre. Donc je termine en essayant donc de transposer ce que j'ai dit de l'autorité éducative à des décisions d'ordre éducatif ou disciplinaire. Alors donc, encore une fois, toutes les questions là que je vais évoquer rapidement devant vous, vous allez les retrouver dans les documents qui vous ont été préparés. Alors l'enjeu fondamental de l'exercice de l'autorité éducative, c'est qu'elle maintienne le lien à l'autre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sans lien, pas de relation éducative et pédagogique possible. On pourrait même dire pas de relation humaine possible. Donc la première question, qui est pour moi générique, c'est comment j'exerce mon autorité de chef d'établissement pour qu'elle puisse faire lien. Alors, lien entre les personnels et moi, entre les personnels en contact direct avec les élèves et les élèves eux-mêmes, et puis entre élèves également. Donc ça, c'est une question un peu générique, presque,
je ne sais pas si elle est si philosophique que ça, parce que j'allais dire presque philosophique, mais c'est une question aussi qui a on sent bien qu'il y a des débouchés très, très, très concrets, quoi. En tout cas, c'est peut-être une direction, oui, une direction vers laquelle tendre, si on s'applique à travailler cette question de l'autorité éducative. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure qu'au plan conceptuel, les trois significations être, avoir et faire autorité sont distinctes, mais néanmoins, en situation, le faire est quelque part assez prégnant. Donc je vais distinguer trois catégories de questions. J'ai regroupé mes questions en trois catégories en reprenant ces trois distinctions être, avoir et faire. Mais évidemment, dans la pratique, c'est pas clivé de cette façon-là. Donc si on prend cette dimension être l'autorité. Donc la question, ça pourrait être comment le chef d'établissement manifeste-t-il en acte son autorité statutaire dans sa double dimension générationnelle et institutionnelle. Alors par exemple, quel est le non négociable de ma fonction de chef d'établissement? J'arrive dans un établissement, je dirais je pose mon non négociable. Comment je travaille, qu'est-ce qui pour moi est important, et ça, toujours dans les relations d'autorité, les interlocuteurs, c'est la première chose qu'ils recherchent. C'est-à-dire comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, très lié évidemment à la mission. Ce n'est pas un non négociable qui vient de vous sans rattachement à ce pourquoi vous êtes là. Donc, il s'agit d'être au clair avec nos missions définies à travers les textes officiels, d'être au clair sur nos prérogatives telles qu'elles sont énoncées, par exemple, dans les textes qui régissent le règlement intérieur de l'EPLE, qui régissent l'organisation du fonctionnement de l'établissement, de la vie scolaire, de la tenue des conseils de classe, enfin, ouais, toutes ces choses en termes de procédure, en termes juridiques sur lesquels vous allez travailler, que vous connaissez sans doute en partie pour la plupart d'entre vous. Donc ça, cette première dimension. Toujours dans la signification être l'autorité, en conséquence, dans quelle situation une parole d'autorité est-elle indispensable? J'évoquais tout à l'heure cette nécessité, dans un certain nombre de situations, parce que vous êtes chef d'établissement, vous allez poser cette parole d'autorité et dire cette parole d'autorité. Alors, j'ai repéré quelques cas, enfin très, très rapidement, ou quelques thématiques. Évidemment, quand la sécurité des personnes et des locaux est en jeu, ça on ne peut pas transiger là-dessus. Quand il s'agit de préserver le caractère éducatif de l'institution, les valeurs et les missions, alors toutes les valeurs sur lesquelles repose notre école républicaine, laïcité par exemple. Préserver le caractère éducatif de l'institution, c'est aussi être vigilant sur ce que j'ai appelé dans mes travaux le respect initié par les adultes dans la relation d'autorité, dans la dimension statutaire. Il y a cette importance, et beaucoup d'enseignants me l'ont dit dans mes recherches, mais aussi des chefs d'établissement, l'importance du respect initié par celui qui détient l'autorité statutaire. Donc respect initié par les adultes, postulat d'éducabilité, là on touche aussi aux fondamentaux des valeurs de notre institution, articulation de l'éducatif et du répressif, mais bien articulation des deux, pas ou tout l'un ou tout l'autre, ce qui veut dire par exemple des mesures d'exclusion d'élèves limitées aux situations les plus graves, si on pense au conseil de discipline et à la question de l'exclusion. Il ne s'agit pas d'exclure. L'exclusion n'est pas effectivement une pratique disciplinaire qui doit être habituelle et systématisée. Au moment des États généraux de la sécurité, il y a eu un article du Monde qui évoquait cette difficulté qu'il y a en France dans les établissements scolaires à régler les problèmes de discipline ou de violence, mais pas toujours de violence, parfois de discipline, par l'exclusion. Je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était assez effarant le nombre d'élèves exclus par jour en France dans les établissements scolaires, enfin exclus des établissements scolaires. Alors, autre chose enfin, sur quel principe le chef d'établissement peut-il s'appuyer pour guider son action dans le sens de l'exercice d'une autorité éducative? Alors, bon, bien sûr, la loi française, les principes, et là je pense à la circulaire de juillet 2000 qui régit le fonctionnement des EPLE, enfin la mise en œuvre des règlements intérieurs des EPLE, les principes d'individualisation de la sanction, pas de punition collective,
de proportionnalité entre infraction et sanction, et du contradictoire, prendre en compte les paroles des victimes et des auteurs. Donc ces principes, tels que les textes, la circulaire de juillet 2000 les définit. Autre distinction qui me semble aussi très importante, distinguer sphère publique et sphère privée. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes et de conflits, que ce soit entre élèves ou entre élèves et enseignants, mais parfois aussi entre adultes, naissent de cette confusion entre sphère publique et sphère privée, qui est aussi une confusion de société. Donc, distinction entre sphère publique et sphère privée, distinction entre professionnel et personnel. Alors, dernière chose, comment le chef d'établissement fait-il référence à la dimension statutaire de son autorité en termes de communication à travers la mise en place de dispositifs organisationnels internes, ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'évoquais les deux directions, les deux directions du faire autorité, en particulier la communication et la mise en place de dispositifs organisationnels internes. Donc voilà une série de questions qui seront certainement évidemment des objets de réflexion pour vous. Alors j'avance un peu, je termine. La dimension avoir de l'autorité maintenant. Alors on pourrait, la question générique, ça pourrait être par quels actes le chef d'établissement montre-t-il qu'il est auteur de lui-même, qu'il a suffisamment confiance en lui. Alors, par exemple, est-il suffisamment présent? Alors la présence, elle est physique. C'est on circule dans l'établissement. Est-ce qu'on est au portail le matin en plus où on s'arrange avec ses collègues, avec les adjoints par exemple, pour montrer cette présence, comment on accueille la dimension du bonjour, etc., de l'accueil. Je pense à quelque chose là. Il y a sur le site de Philippe Mérieux, vous retrouverez un texte qui s'appelle « Travail de l'institutionnel dans un collège ». Un texte qui a été écrit par un directeur de SECPA qui s'appelle Philippe Jubin. Donc si vous tapez « Travail de l'institutionnel dans un collège » et Jubin avec un moteur de recherche, vous allez accéder à ce texte qui n'est pas très long, mais qui explique justement comment dans cet établissement, c'était un établissement du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie, donc dans l'Académie de Versailles, comment dans cet établissement ils avaient justement travaillé sur cette dimension de l'accueil et du cadre contenant. Et c'était l'équipe de direction. Donc je vous invite à regarder ce texte qui est tout à fait intéressant. Donc cette dimension de la présence. Alors la présence, elle est physique, mais elle est aussi, on pourrait dire, psychique. C'est-à-dire, ce chef d'établissement a-t-il suffisamment confiance en soi et en ses compétences pour oser intervenir dans des situations délicates et aller au terme du règlement du conflit? Donc ne pas se situer dans ce que j'appelle l'autorité évacuée. Autre dimension dans cette signification avoir, si on est dans l'étymologie augere, qu'est-ce que ce chef d'établissement met en place pour transmettre, pour augmenter, pour faire croître l'autorisation chez ses collaborateurs, chez les personnels, chez les élèves? Alors par exemple, veille-t-il à ce que l'exercice de son autorité ne se substitue pas à celui des autres? Donc ne pas exercer son autorité à la place des autres. Ça peut être tentant parfois quand on est dans une position effectivement institutionnelle haute ou quand on est reconnu par les élèves ou d'aller faire autorité à la place de l'autre. Puis ça vient rejoindre aussi chez nous une dimension peut-être d'être au service, qui était une dimension très noble, évidemment, au service public, au service des gens. Mais on sait qu'aussi sur le plan narcissique, bien sûr, ça peut être valorisant. Néanmoins, est-ce qu'en apparaissant comme ça, comme je dirais le sauveur des situations ou le entre guillemets pompier qui vient éteindre les incendies un peu partout, est-ce qu'on n'est pas en train de disqualifier l'autorité de ses collaborateurs ou des personnels? Vous voyez, c'est une question tout à fait importante à mon avis. Les prérogatives qui sont liées à la mission de chef d'établissement et les pouvoirs qui y sont liés étant clarifiés, est-ce que ce chef d'établissement conserve tous les pouvoirs? Donc, quel pouvoir il conserve et quel pouvoir il délègue? À ses adjoints, au CPE, à d'autres personnels, professeur principal par exemple, d'autres. Comment ceux qui ont aussi ces délégations en rendent-ils compte au chef d'établissement et à la communauté scolaire?
Ce n'est pas le tout de déléguer des parts de pouvoir, encore faut-il pouvoir en rendre compte devant la communauté. Enfin, question aussi tout à fait importante, quelles informations le chef d'établissement transmet-il? Quelle place fait-il à la parole de l'autre? Et dans quel but? Alors ça, là, c'est toute la dimension de la communication dans l'établissement et qui est tout à fait importante. Et pour finir, la dimension du faire autorité et des savoirs d'action. Quels savoirs d'action le chef d'établissement met-il en œuvre dans l'exercice de son autorité, qui sont reconnus de l'ensemble des acteurs de l'institution par les effets qu'ils produisent? Alors, une amélioration en termes de fonctionnement, un sentiment de justice consécutivement à des décisions prises, une baisse de l'incivilité et des violences, une augmentation des résultats scolaires et de la réussite scolaire des élèves. Donc concrètement, sur quelles modalités de communication ce chef d'établissement se fonde-t-il? Quelles modalités de communication il utilise? Sur quel dispositif organisationnel interne, dispositif qu'il a mis en œuvre seul ou avec d'autres, s'appuie-t-il donc pour faire autorité, pour signifier, pour montrer son autorité? Voilà, je vous remercie.